Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous soyez artiste en herbe, artiste professionnel, mélomane, peintre, lecteur, lectrice, eh bien, quel que soit votre domaine artistique, que vous soyez passionné, que vous soyez passionnant, eh bien, soyez les bienvenus chez moi. Eh bien, pour ce nouveau numéro de mon émission Tu seras bienvenu chez Fred, comme vous pouvez le constater, j'ai changé le décor. Ça fait la troisième émission, c'est le troisième décor. Je pense qu'après, je vais stabiliser les choses et vous comprendrez pourquoi un canapé rouge dans quelques minutes, dans la rubrique Un artiste chez Fred. Je ne veux pas la jouer Michel Drucker, mais vous verrez que c'est juste pour être en harmonie avec l'invité du jour. Alors pour cette nouvelle émission diffusée sur Instagram et parallèlement sur YouTube, je vous ai demandé via le réseau Instagram justement de me faire des suggestions de lecture pour que les gens et que le public eh bien, s'évaporent un peu les idées en dehors du boulot, en dehors du confinement. Vous avez été nombreux à me répondre, donc j'ai fait une petite sélection. Et je n'ai pas lu tous les romans parce que j'ai eu les réponses il y a un jour ou deux. Je ne peux pas recevoir les livres, je ne peux pas forcément les lire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ordinateur et je vais simplement vous lire l'accroche, le résumé, l'intrigue du livre en question. Et puis on va commencer avec un premier livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, écrit par Daniel Goleman. Rien à voir avec Jean-Jacques, hein, Goleman, G-O-L-E-M-A-N. Et je vous lis tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors c'est parti. Le QI d'une personne n'est pas suffisant pour définir son intelligence car il néglige une part essentielle du comportement humain, les réactions émotionnelles. Cette autre forme d'intelligence est la capacité à percevoir, maîtriser et exprimer ses sentiments et ses émotions ainsi que ceux d'autrui. Elle influe sur notre self-control, notre motivation, notre intégrité, mais aussi sur nos relations avec les autres. Elle permet de mieux communiquer et analyser notre entourage, social ou professionnel. Pour Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle est le meilleur prédicteur du succès et de la réussite. En apprenant à accepter nos ressentis, nous développons nos compétences et nos aptitudes. Voilà, moi j'espère que j'ai pas trop bredouillé, enfin bredouillé, je sais même pas si ça se dit. enfin voilà, c'est un peu le résumé ou l'accroche de ce livre. Donc voici la couverture. Alors, nous allons maintenant partir à la rencontre d'un guerrier, mais d'un guerrier d'un genre nouveau, hein, ou alors vraiment très rare. C'est le guerrier pacifique, je prends l'ordinateur directement, le guerrier pacifique de Dan Millman. Alors, comme je viens de le faire, je vais vous lire le petit résumé du livre. Je vais essayer de vous faire vivre ça. Alors c'est parti. Tout commença en ce mois de décembre 1966, qui marqua le début d'une série extraordinaire d'événements dans ma vie. J'étais en troisième année à l'Université de Californie, à Berkeley. Un jour, à 3h20 du matin, dans une station-service ouverte toute la nuit, je rencontrai pour la première fois Socrate. Cette rencontre fortuite, ainsi que les aventures qui ont suivi, allaient changer ma vie. L'homme que l'auteur appelle Socrate a réellement existé. Âgé de presque 100 ans, Socrate révèle une formidable jeunesse d'esprit et un humour décapant. À son contact, Dan, un sportif de haut niveau en mal de vivre, voit ses croyances complètement bouleversées. Guidé par le vieux sorcier excentrique, Dan triomphe peu à peu de ses peurs et de ses illusions pour vivre comme un amoureux et un guerrier pacifique. Et voici la couverture de ce livre. On continue avec un troisième livre, cette fois-ci de Guillaume Musso, donc suggéré par une abonnée d'Instagram. Oui, moi j'ai gardé l'ordinateur, c'est un peu plus simple plutôt que de le reposer à chaque fois. Et comme vous pouvez le constater, je ne coupe rien au montage. Alors ce livre s'appelle L'instant présent, donc de Guillaume Musso, et je vous en lis le résumé. Lisa et Arthur n'ont rendez-vous qu'une fois par an. Il passe sa vie à la chercher, elle passe la sienne à l'attendre. Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d'art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune comédien urgentiste.
Leur complicité est immédiate. Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville labyrinthe qui n'offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer. Ce qui m'arrive est inimaginable et pourtant bien réel. Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont... Oh pardon, je reprends. Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis, le temps. Donc c'est un thriller psychologique vertigineux, au final stupéfiant, dont voici la couverture. Alors on continue avec un livre d'un tout autre genre, et je vais essayer de ne pas bafouiller cette fois-ci, qui s'appelle Karma Sutra, à ne pas confondre avec le livre que vous connaissez toutes et tous. Donc Karma Sutra de style, et voici l'accroche. Kama Sutra, c'est 150 pages expliquant les 20 règles que j'ai pu découvrir grâce à de multiples expériences extraordinaires au cours de ma vie. De mes années passées chez les commandos, jusqu'au championnat de France et championnat du monde de lecture rapide, en passant par la rencontre de multiples mentors et experts dans le monde entier. Acquérir ce livre, c'est disposer d'un logiciel pour pirater le monde et ses secrets sans aucun effort et pour enfin vous libérer de vos croyances limitantes. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, pensez-vous que mon équipe et moi aurions pu décrocher 7 médailles en un seul championnat du monde? L'heure est donc venue d'arrêter, de regarder sous votre lit, terrifié, pour voir s'il y a des monstres. Ce livre vous servira à allumer la lumière et voir que les seuls monstres à vaincre sont à l'intérieur de vous. Très intéressant, et voici la couverture. On enchaîne avec un autre livre, Un bruit de balançoire, de Christian Bobin. Alors, on va tenter de ne pas bafouiller. C'est parti pour le résumé. Sa vie, c'est d'écrire, à la main, toujours, d'un seul souffle. Christian Bobin compose un livre entièrement fait de lettres. Chacune est rare, précieuse. Elles sont adressées à sa mère, à l'ami, à un nuage, à une sonate. Au poète Ryokan aussi, ce moine et ermite japonais, génie de l'enfance. La lettre est ici le lieu de l'intime, l'écrin des choses vues et aimées. Elle célèbre le simple, le miracle d'exister, et d'une page à l'autre nous invite au recueillement et à la méditation. Bon, je m'excuse pour le nom du poète, je ne sais pas si on dit Ryokan, à mon avis on doit dire Ryokan. Et on va découvrir la couverture. Alors on en arrive à l'avant-dernier livre qui s'appelle La Chambre des Merveilles et c'est un livre de Julien Sandrel. Alors c'est parti pour le descriptif. Hop, dépliez tout. Tiens, j'avais pas vu ça. Alors c'est parti. Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un peu fou d'une mère qui tente de sortir son fils du coma en réalisant chacun de ses rêves. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital, désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses merveilles, c'est-à-dire les expériences qu'il aimerait voir et vivre au cours de sa vie. Thelma prend une décision, page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si lui entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. Et si dans 4 semaines, lui doit mourir, à travers elle, il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Et voici la couverture de ce livre qui me paraît très bouleversant. Alors pour terminer, avec vos suggestions de livres à lire pendant le confinement, eh bien je vais vous présenter La Ligne Verte de Stephen King. La Ligne Verte que vous connaissez sans doute grâce à l'adaptation cinématographique avec Tom Hanks. Sachant que c'est un livre qui est sorti sous forme de feuilleton. Moi à l'époque je l'avais lu justement sous forme de feuilleton
en 6 volumes si je ne me trompe pas. Et tous les mois, on attendait la suite. C'était ce qui se faisait déjà il y a quelques décennies. Et Stephen King a voulu retenter l'expérience avec succès. Et je vous lis le résumé tout de suite. Il y a quelque chose qui est apparu sur l'écran. Je vais essayer de le faire disparaître. Je ne sais pas comment. Ah, et c'est parti. Alors. Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey, ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes qui défraya la chronique en 1932. La ligne verte décrit un univers étouffant et brutal, où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde, où cohabite une étrange souris apprivoisée par un cajun pyromane, le sadique Percy Wellmore et Caffey, prisonnier sans problème. Assez rapidement convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Un livre de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horreur, terriblement efficace et dérangeant. Oui, j'ai terminé par ce roman qui m'a été soufflé par une amie qui s'appelle Nathalie, qui se reconnaîtra. Et c'est vrai qu'à la lecture à l'époque, là je peux en parler parce que c'est le seul livre que je vous présente aujourd'hui et que j'ai réellement lu, ça m'avait bouleversé et le film est quasiment la réplique du livre. C'est assez rare justement que le cinéma arrive à retranscrire les émotions qu'on a pu avoir à la lecture. Mais là, aussi bien le livre que le film, je trouve ça excellent. Et je vous conseille donc tous ces livres et la ligne verte dont voici la lecture. Et la ligne verte dont voici la couverture. Alors voilà, j'espère que ces suggestions de livres vous ont plu. Et il est temps pour moi maintenant de vous faire comprendre pourquoi j'ai ce canapé rouge. Tout simplement parce que face à moi, j'aurai un canapé d'une autre couleur. Et vous allez le découvrir tout de suite avec la rubrique L'artiste chez Fred. Pour cette nouvelle émission, j'ai voulu partir à la rencontre d'une artiste peintre, d'une artiste poétesse. Quand je dis à la rencontre, c'est par vidéo interposée. Je lui ai envoyé question, elle m'a répondu et vous allez comprendre l'histoire du fameux canapé. Et voilà, bonjour Ellie. Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors Ellie, toute première question, est-ce que tu peux simplement te présenter en quelques mots? Je m'appelle Edwige, je suis maîtresse d'école en région parisienne. Mon nom d'artiste c'est Ellie. Ce sont des amis qui m'ont proposé avant même que je poste mes toiles sur Instagram. C'est un nom qui vient de Elle-Lit parce que je lis beaucoup, avec un 3 parce que j'ai 3 petits garçons, et avec une orthographe un peu rock, comme I Wait Well de AC/DC, puisque j'aime le rock et que je joue de la guitare électrique. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment est-ce que tu es arrivée à la peinture? Quand j'étais petite, j'allais à l'école d'art le mercredi après-midi. J'aimais beaucoup ça. Dans mon métier en tant que maîtresse, j'ai toujours aimé pratiquer les arts plastiques avec les élèves, tester toutes sortes de matériaux, réaliser des grands projets. Il y a 2 ans, avec une amie, un peu par hasard, j'ai été à l'école d'art pour tester un module de pastel et ça m'a donné envie très vite de peindre à la maison de façon libre pour exprimer beaucoup d'émotions que je n'avais pas exprimées jusqu'alors. Et en ce qui concerne la poésie, et comment se fait-il que tu aies eu envie justement d'associer les deux, peinture et poésie? Alors la poésie, c'est parce qu'au moment de publier mes peintures sur Instagram, je me demandais comment les présenter. Et une amie m'a proposé d'exprimer ce que ça voulait dire pour moi, ce que ça représentait. Donc pourquoi sous forme de poésie pour accompagner mes peintures? Parce que les contraintes de la poésie, qu'on veuille le présenter d'une certaine façon ou avec des rimes, ça me permettait au contraire de libérer ma créativité et d'exprimer des émotions de façon assez personnelle et en même temps assez détournée.
est-ce que tu as des peintres ou des poètes favoris, voilà. Est-ce que certains poètes ou peintres t'inspirent? Concernant la peinture, je vais avoir du mal à citer un nom en particulier parce que j'aime énormément d'époques, de styles et d'artistes. Du classique au moderne, au contemporain, ça serait difficile. J'ai la chance de m'émerveiller devant beaucoup de choses. Pour la poésie, c'est un peu identique, j'aime énormément de poètes, mais j'ai été bercée dans mon enfance par les poèmes de Paul Éluard et de Louis Aragon. Donc j'ai une affection particulière pour leurs poèmes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans la peinture ou dans la poésie justement? Quel conseil? Je pense que ça serait de rester authentique tout en étant persévérant, mais d'essayer de rester soi-même, pas forcément de faire du beau qui plaise au plus grand nombre, mais d'essayer d'être vraiment en accord avec ce qu'on est soi-même. Et est-ce qu'on peut se procurer tes textes ou tes peintures? Alors, mon site est en construction. Pour le moment, je ne publie mes textes et mes peintures que sur Instagram. Il y a quelques-unes de mes toiles qui sont en vente sur les sites Artfinder, Artsper et Artsy. Et puis si on veut me passer une commande, tout simplement, on me contacte par mail ou sur Insta. Autre question, es-tu déjà sur un nouveau projet? Alors oui, je suis sur un nouveau projet. J'ai toujours beaucoup de projets en tête. Et là précisément, je vais bientôt proposer des toiles petit format, petit prix, sur demande personnalisée pour les fêtes de Noël. Question peut-être un peu compliquée, mais y a-t-il une œuvre que tu rêverais de réaliser? Ce que j'aimerais bien faire, c'est peindre du grand format, que ce soit une toile ou un mur immense. Ça me plairait beaucoup et de façon assez collaborative avec peut-être mes élèves, les jeunes du quartier dans lequel je travaille, pourquoi pas un mur dans la cité à côté. Voilà, ça me plairait beaucoup. Alors on arrive à la dernière question, c'est la question défi. Voilà, alors avec quelle couleur ou et avec quel mot pourrais-tu ou aimerais-tu apaiser le monde? Alors la couleur qui apaiserait le monde, moi j'aime beaucoup le bleu, c'est apaisant. Mais je pense qu'il faut toutes les couleurs dans le monde pour qu'il soit heureux et apaisé. Et pour le mot, en fait, j'aurais envie d'en dire plusieurs. Donc tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais beaucoup les poèmes de Paul Éluard. Il a écrit un poème que j'aime énormément qui s'appelle « Il y a des mots ». Il y a des mots qui font vivre et ce sont des mots innocents. Il y a le mot chaleur et le mot confiance. Amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages et certains noms de femmes et d'amis. Voilà, c'est un poème que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Ellie pour tes réponses. Au revoir Fred et merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Si vous voulez la suivre, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Je vous le mets juste ici en dessous et de toute façon, il sera dans la description de cette vidéo. Voilà. Nous arrivons maintenant à la dernière rubrique, c'est-à-dire mon coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, j'ai voulu changer un petit peu parce que c'est une émission à vocation artistique.
On a déjà parlé poésie, on a déjà parlé comédie, on a parlé peinture. Les prochaines émissions, on parlera de littérature, etc. On parlera de musique. Et là, j'ai voulu parler cinéma, et notamment d'un film que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Paris. Paris de Cédric Clapiche, qui est sorti en 2008, dans lequel on peut retrouver Romain Duris, Juliette Binoche, on peut retrouver également Fabrice Lucchini, Gilles Lelouch, etc., etc. Donc, pour une question de droit et d'image, je ne peux pas vous diffuser d'extrait de ce film, ni de bande-annonce. Par contre, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En fait, il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Pierre, joué par Romain Duris, et qui apprend une mauvaise nouvelle. Il a un problème, un souci au cœur très grave. S'il n'a pas de transplantation, il risque d'y passer. Et il en parle à sa sœur, et sa sœur décide de déménager chez lui avec ses enfants pour l'aider à vivre. Et lui, sa grande occupation à ce Pierre, c'est de regarder par la fenêtre et de voir les Parisiens vivre. Alors, comme je ne peux pas vous montrer d'extrait, j'ai, il y a quelques semaines, réinterprété avec un ami comédien qui s'appelle Marc Salomé, une scène clé du film où lui interprète Pierre, moi j'interprète la sœur Élise, que j'ai transformée en Eric, donc je joue le frère, et là Pierre annonce sa maladie, et je vous laisse découvrir cet extrait que nous avons réalisé ensemble sous forme de court-métrage. Le voici. Voilà, je suis malade. J'ai un truc au cœur. Vraisemblablement, j'en ai plus pour très longtemps. Enfin, en tout cas, ils sont pas très optimistes. J'ai de grandes chances d'avoir besoin d'une transplantation cardiaque. Puis ils savent même pas si j'ai une chance de m'en sortir s'ils font l'opération. Ils disent 50%, mais bon, j'imagine que ça veut dire plutôt 40% de chance que ça réussisse. Ça veut dire quoi, ça, 40%, 40% de chance que ça réussisse? 40%, ça veut dire 60% de chance que ça marche pas, que ça serve à rien. J'ai l'impression que ça venait à peine de commencer. Puis là, panne. Et tu sais ça depuis quand? Je vais pas bien depuis 3 mois. J'ai dû mettre un mois à oser aller voir un médecin, et puis, le temps de faire les analyses, tout ça. Ça doit faire un mois que je sais à peu près ce que j'ai. Et pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que, je sais pas, on s'est pas vu depuis super longtemps, et puis, je sais pas, c'est pas un truc que t'as envie de dire à tout le monde. Sauf que moi, je suis pas tout le monde. Bah, évidemment, ton frère, tu t'en fous. La famille, ça t'a toujours fait chier. Putain, t'en as jamais rien eu à foutre de rien, toi, putain. Voilà, ça y est. Quoi, ça y est? Ça y est quoi? Je vais peut-être crever, je te le dis, et toi tu m'engueules, putain. Oh, excuse-moi, mais... Ouais, papa, maman, tu leur as dit? Non, je peux pas leur dire. Papa, maman, t'imagines? Donc voilà, en fait, on a retransformé un petit peu les émotions du film original par rapport à nos caractères, par rapport aux personnages féminins transformés en personnages masculins. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, tout en T-O-U-T-A-N-T-O, vous découvrirez le court-métrage en entier. Donc c'est Paris de Cédric Clapiche. Je vous conseille de le voir ou de le revoir parce que c'est un film merveilleux et ça nous remet aussi beaucoup en question. Et voici l'affiche du film. Voilà, l'émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me contacter si jamais vous voulez y participer, si vous avez un livre, si vous avez un album, si vous avez des peintures, quel que soit votre domaine artistique. Et vous serez peut-être le prochain artiste invité chez Fred. Et je vous dis à très bientôt, donc là sur Instagram et sur YouTube. Et à très bientôt pour un prochain numéro. Et toi ou vous qui êtes derrière l'écran, eh bien vous serez ou tu seras toujours le bienvenu chez Fred.